Aujourd'hui, on va parler de l'image qui colle à la peau des mousquetaires, celle d'une bande de jeunes gens toujours prêts à se battre en duel pour un oui ou pour un non. On pourrait croire que cette image doit tout au premier chapitre des Trois Mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas, lorsque D'Artagnan réussit en moins d'une demi-heure à se mettre 3 duels sur les bras avec Athos, Porthos et Aramis. Mais la réalité n'est pas si éloignée de la fiction. Dans son roman publié en 1844, Dumas a forcé le trait bien sûr, mais le fait est que cette jeunesse gasconne est bel et bien connue pour être turbulente aux grandes dames du cardinal de Richelieu, le principal ministre du roi Louis XIII, qui s'est lancé dans une guerre sans merci contre la pratique du duel. Ce que Richelieu reprochait au duel, c'est de décimer l'aristocratie française, au risque de priver l'armée royale de ses futurs cadres. Grâce à Dumas, tout le monde connaît les mousquetaires, et tant pis si leur fameuse devise « tous pour un pour tous » est historiquement fausse. Avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, l'écrivain a lancé le roman de Cap et d'Épée comme personne. Mais on aurait tort de s'arrêter à cette seule célébration du panache et de la bravoure. Et si Dumas prend des libertés colossales avec l'histoire, il ne se contente certainement pas de chanter les faits d'armes de ses 4 héros. Dans Les Trois Mousquetaires, comme dans les 2 volets qui suivent, il évoque aussi une autre facette de ce que furent les mousquetaires. Une facette plus politique et plus ambiguë que D'Artagnan incarne à merveille. Charles de Batz de Castelmore, le vrai D'Artagnan, a bel et bien existé. Et on sait que Dumas s'est appuyé sur des mémoires apocryphes rédigées bien après sa mort par un plumitif imaginatif, Courtils de Sandras. Ce qu'on sait moins, c'est que ces 3 autres personnages ont aussi existé et que, même si rien ne dit qu'ils ont croisé la route du bouillant gascon, ce n'est pas impossible. Henri d'Aramitz fut bel et bien mousquetaire, comme Armand de Silègue d'Athos d'Hautevieille, qui entra dans la compagnie vers 1640 avant de mourir dans un duel 5 ans plus tard. Porthos, lui, doit son existence à Isaac de Porto, le seul dont on n'est pas tout à fait certain qu'il fut mousquetaire. Quant à D'Artagnan, il partage plus qu'on ne croit avec son alter ego de papier. Comme lui, il a fait l'essentiel de sa carrière chez les mousquetaires. Comme lui, il est passé du champ de bataille à un rôle plus politique, au service du roi Louis XIV. D'une certaine manière, D'Artagnan est pour le roi Soleil un homme de confiance au cœur des intrigues et de la raison d'État. On sait ainsi que c'est D'Artagnan qui fut chargé d'arrêter l'intendant Nicolas Fouquet en 1661, au lendemain de sa disgrâce, ce dont il s'acquitta avec une certaine humanité. On ignore en revanche que la mission était suffisamment délicate et Fouquet suffisamment puissant pour que Louis XIV choisisse D'Artagnan plutôt qu'un autre, en dépit d'autres officiers plus gradés qui auraient pu et dû procéder à l'arrestation à sa place. Mais voilà, le roi Soleil n'avait confiance qu'en son mousquetaire, dont il avait depuis longtemps pu mesurer le caractère, notamment au cours de l'expédition qu'il avait menée de Paris jusqu'à la frontière espagnole pour son mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Derrière l'affaire de Buckingham et des ferrets de la reine, derrière les chevauchées fantastiques, le personnage de Dumas montre donc autre chose. Au-delà de l'image d'Épinal du mousquetaire, Dumas a bien senti que les intrigues dans lesquelles il plonge son héros reflètent aussi la réalité de la compagnie qu'il incarne, la compagnie des mousquetaires du roi. Pour en savoir plus sur l'histoire des mousquetaires, eh bien, je vous donne rendez-vous dans Historiquement Vôtre, de 15h à 16h sur Europe 1.